Je me suis toujours demandé si un jour j'arrive à peindre et que j'arrive par hasard à reproduire les œuvres les plus célèbres du monde, qu'est-ce qui prouverait que mon tableau n'est pas le vrai? Alors oui, il n'y aurait pas forcément la même usure sur la toile, pas exactement la même peinture acrylique d'époque, ni le même vieux cadre en bois avec la signature du mec au dos, mais si j'avais pris soin de faire attention à tout, est-ce que j'aurais pu vendre mon tableau pour des millions d'euros? Salut tout le monde et salut tous les nouveaux, super content de vous retrouver pour cette nouvelle histoire, surtout après le succès de la précédente. Merci à tous pour vos gentils commentaires qui m'aident à ajuster quelques détails. J'espère que cette nouvelle histoire vous plaira. On lance tout de suite avec le premier chapitre. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Wolfgang Fischer, un Allemand né en 1951, dans une famille modeste, en Allemagne. Son père, alors restaurateur d'art et peintre d'église, va un beau jour le mettre au défi. Wolfgang a alors 14 ans et son père lui tend la photo d'un Picasso et lui demande de le reproduire à l'identique. Wolfgang s'exécute et curieusement, le résultat est bluffant. Wolfgang a un don. Il racontera même que son père était gêné de constater que son fils était déjà bien meilleur que lui. Et à 27 ans, en 1978, Wolfgang commence à se faire un petit nom en Allemagne. Et ce, avec ses propres créations, sans copier d'autres artistes. Le jeune Allemand apprécie le style surréaliste. Le surréalisme est largement apparu à la fin des années 20 et a vu passer des icônes du genre comme Salvador Dali, René Magritte, ou encore Max Ernst. Toute peinture digne de ce nom doit être poétique. On cherche ici à mélanger les formes, les figures, un peu à la manière d'un rêve, un peu trop tourmenté. En explorant ce courant, Wolfgang est bon, clairement. Et une galerie de Munich lui achète même une toile pour 15 000 marks allemands, 8 000 € à l'époque. Mais pour Wolfgang, ça ne suffit pas. Il lui faut plus d'argent, et rapidement. Wolfgang Fischer va donc étudier les bonnes cibles à copier. Évidemment, les plus réputés comme Picasso, Renoir, Van Gogh, Rembrandt, Dali sont très risqués, car bien plus connus du grand public. Le but va être de copier les artistes de second rang. Des artistes renommés certes, mais moins importants. Et c'est vers l'une de ses propres spécialités que Wolfgang va se tourner, le surréalisme. Mais ces peintres du surréalisme ne vont absolument pas être choisis au hasard. Wolfgang Fischer va se procurer ce qu'on appelle le catalogue raisonné. Le catalogue raisonné est un inventaire qui se présente le plus souvent sous forme de livre, où un artiste répertorie la totalité de ses œuvres. Par exemple, si on prend l'un des catalogues raisonnés les plus célèbres, celui de Pablo Picasso, déjà il faut avoir un petit peu de temps, parce qu'on a 34 volumes hyper épais, et il vous faudra aussi un peu d'argent quand même. J'ai vu passer une annonce à 25 000 € pour toute la collection. Et le plus souvent, c'est un proche de l'artiste qui répertorie ses œuvres au fil des années. Ici, c'est l'un des meilleurs amis de Picasso, l'éditeur Christian Zervos, qui a rédigé ce catalogue raisonné de 1932 à 1978. Pendant 46 ans. Ça, on peut dire que c'est un bon pote. Mais le catalogue raisonné qui va intéresser Wolfgang Fischer, c'est celui du surréaliste allemand Johannes Molzahn. Johannes Molzahn fait partie des Allemands ayant fui le régime nazi avant la guerre, et en partant vers les États-Unis en 1938, il va égarer quelques-unes de ses œuvres en route. Elles sont inconnues de tous et ne détiennent que leur nom et une page blanche sur leur catalogue raisonné. C'est ces œuvres-là que Wolfgang va ressusciter. Vieille toile récupérée, peinture d'époque et gestes millimétrés, pour vieillir ces toiles, Wolfgang va même jusqu'à utiliser les techniques les plus farfelues. Ok, sympa, mais là où il va être encore plus fort, c'est quand il va faire envoyer ses œuvres à un laboratoire pour les faire examiner.
pour ensuite se faire rapporter les erreurs et ne plus les commettre. En 1985, Wolfgang va rencontrer l'un des personnages clés de son histoire. Dans ce café de la ville de Krefeld, il fait connaissance de Otto Schulte Kellinghaus, un homme classe, sérieux, avec un tel charisme qu'il séduit Wolfgang Fischer, qui finit par lui révéler son activité de faussaire, c'est dire la confiance qu'il semble déjà lui accorder. Un plan se met en place entre les deux hommes. Wolfgang peint les toiles, Otto les récupère et s'occupe de trouver les acheteurs grâce à son réseau déjà bien implanté. Il percevra une commission de 20% sur la revente des tableaux. Le piège se met en place et beaucoup tombent déjà dans le piège du duo démoniaque. Donc j'ai toujours vécu à la campagne quand j'étais petite et bon, cette vache, c'est la campagne. Donc c'était un peu mon enfance, ça c'est vrai. Et puis c'était très coloré, j'aimais bien les couleurs, oui. J'étais très intéressée par cette... J'aimais vraiment beaucoup ce tableau. Quand tu as vu que tu m'avais donné un cadeau empoisonné. Pas la première fois. On peut couper tout ça. Mais après être tombé sous le charme d'Otto, Wolfgang va faire tomber quelqu'un d'autre sous le sien. Hélène Beltraki, une jeune femme de 36 ans et passionnée d'art. Elle succombera à son charisme décalé et à la vie de bohème que mène Wolfgang, qui lui dira tout de son quotidien de faussaire. Attirée par cette vie pleine de rebondissements, Hélène Beltraki tombe amoureuse de Wolfgang Fischer, et les deux se marient en 1993. Wolfgang Fischer prend le nom de sa femme et devient ainsi Wolfgang Beltraki. Mais pour continuer de prouver que leurs tableaux ne sont pas des faux, les Beltraki vont s'intéresser à un vieux marchand d'art allemand des années 20, Alfred Fleckheim. D'origine juive, beaucoup de tableaux de sa collection vont être confisqués par les nazis en 1933, date où le parti vient d'arriver au pouvoir. Ce sont ces toiles, que personne n'a retrouvées depuis plus de 60 ans, que Wolfgang va faire réapparaître comme par magie. Mais pour les faire réapparaître, il faut un scénario crédible. Chaque détail doit être réfléchi. Et un détail va avoir son importance, c'est que l'atelier d'Alfred Fleckheim se trouvait à 2 pas du domicile du grand-père d'Hélène. Le scénario est tout trouvé. Faire croire qu'Alfred aurait bradé ses toiles au grand-père d'Hélène avant de s'échapper du régime, alors que les deux ne se sont en réalité jamais adressé la parole. Et en 1995, le couple souhaite se séparer de leur nouveau faux tableau, le Girls with Swan, qu'aurait peint Heinrich Campendonck en 1919, selon le catalogue raisonné de l'artiste. Mais la maison de vente souhaite avoir un peu plus de précision quant à l'authenticité de l'œuvre. C'est là qu'Otto Schulte rentre en scène. Le complice du couple va justifier qu'il s'agit bien d'une collection familiale, puisqu'il leur montre 7 photos à l'appui. La grand-mère d'Hélène, assise sur une chaise, se trouvait déjà bien avant la Seconde Guerre devant tous ces tableaux. Cet argument fait mouche et la maison de vente achète le tableau, sans savoir qu'il s'agissait d'Hélène Beltraki, prise avec un vieil appareil photo. Reste à rajouter une étiquette trempée dans du thé pour cet effet vieilli et le tour est joué. Le trio magique continue de berner tous les acheteurs grâce à cette technique et 1 ou 2 tableaux vendus par an leur suffisent à vivre paisiblement. Comme ce faux de Rhin en 2000 pour 370 000 €. Ce faux Ernst en 2002 pour 1 million d'euros. Ou ce faux Vandondren en 2007, vendu à 1 500 000 €. Mais alors que l'argent coule à flot et que le couple part s'installer dans une superbe maison à Cologne, Wolfgang va commettre une erreur fatale.
En 2010, l'un des faux tableaux vendus de Wolfgang va être envoyé en laboratoire. Il s'agit du tableau rouge avec chevaux, qu'aurait peint Heinrich Campendonck. C'est un tableau à forte valeur et des analyses supplémentaires sont nécessaires. Et c'est là qu'intervient Ralph Jentsch, le seul expert au monde d'Alfred Fleckheim. Et pour lui, c'est clair, jamais Alfred n'aurait accepté d'afficher un visage pareil sur ses étiquettes. Elles sont par conséquent très suspectes. Et au laboratoire, l'étiquette contenant des particules de thé et de café interroge. D'autant plus qu'un pigment nommé le blanc de titane est retrouvé sur la peinture. Un pigment utilisé en peinture à partir des années 50 seulement, soit très loin des années 1910 auxquelles devait se rapporter le Campendonck. À présent, nul doute, c'est un faux. Tous les tableaux étiquetés Fleckheim sont remontés en quelques semaines et les Beltraki sont recherchés par la police. Le couple ayant marché sur le monde de l'art pendant des années est sur le point de tomber. Et sous une pluie battante, le trio va se faire perquisitionner devant le domicile des Beltraki en sortant de sa voiture. Et en entrant dans la demeure, tout mystère s'évapore. Vieux cadres, tubes de peinture et catalogues raisonnés en pagaille, les menottes sont la seule issue. Le couple s'affiche détendu au procès. Ils savent qu'ils ont eu tout le monde. Wolfgang l'avoue, oui, j'ai vendu 14 tableaux. Die 2 Bilder da, das wären nochmal 10 Millionen gewesen, das war nicht schlecht. Die wollte ich eigentlich noch machen. Ich hätte mir so gern Palazzo in Venedig gekauft. Dann habe ich den Palazzo in die Zelle getauscht. Ces aveux condamneront le couple à rembourser les 35 millions d'euros volés et de purger 6 et 4 ans d'emprisonnement. Otto écope quant à lui de 5 ans. Alors sorti de prison, le couple enchaînera les plateaux télé en racontant son histoire. Ils vivent maintenant dans la légalité et Wolfgang peint ses toiles en son nom cette fois-ci, évidemment de façon bien moins lucrative. Tous de passage sur cette terre, Wolfgang Beltraki aura vécu sa vie à 300 à l'heure et en aura profité jusqu'à jouer avec des millions, en gardant le sourire jusqu'à la fin, fier d'avoir soumis l'élitisme à son pinceau. Sans oublier Hélène, son acolyte de toujours dont il n'aura quasiment jamais lâché la main, même lorsqu'ils sont passés par la case prison, c'est par les écrits qu'ils se retrouvaient. Das sind alles Wolfgangs Briefe. 8000 Seiten. Jeden Tag geschrieben. Jeden Tag. Deux âmes folles amoureuses qui ont voulu jouer et qui, au final, n'auront pas perdu. Merci à tous d'avoir regardé et écouté cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle histoire. D'autres passionnantes arrivent, mais vous pouvez toujours me conseiller l'artiste ou le sujet que vous voulez voir passer sur cette chaîne. Et n'hésitez pas à liker aussi si vous avez aimé cette histoire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Abonnez-vous si vous êtes nouveau à la chaîne. D'ici là, ne vous arrêtez jamais de créer, c'est le plus important. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.